parler en fait des dysplasies du col et des cancers du col, avec d'abord quelques généralités, la prise en charge des dysplasies, les conséquences de la prise en charge de ces dysplasies, et après le cancer du col, la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, les conséquences de ces différents traitements, puis la surveillance. D'abord, quelques rappels. C'est le type même de pathologie qu'on peut éradiquer en faisant un dépistage efficace, et même maintenant qu'on a un deuxième moyen de prévention qu'on peut traiter par la vaccination. Mais je pense que le docteur Gautran vous en parlera tout à l'heure. Bon, il y a beaucoup de nouveaux cas par an dans le monde. En France, c'est 3500 nouveaux cas par an, et quand même, c'est 1000 décès par an. Donc c'est pas anodin. N'empêche qu'avec ce dépistage et cette vaccination instaurée depuis quelques années, on espère avoir un taux de cancer qui devrait diminuer en France. Bon, l'âge moyen de découverte, 55 ans, en fait c'est plutôt quand même un cancer de la femme jeune. Et les facteurs de risque, c'est surtout lié au comportement sexuel et aux maladies sexuellement transmissibles. Le facteur de risque principal, bon, peut-être que dans les années à venir, on trouvera que finalement 100% des cancers du col sont liés à un virus lent qui est le papillomavirus. Pour le moment, on retrouve à peu près 70, ça couvre à peu près 70 à 80% des étiologies de cancer du col. On associe le tabagisme, l'hygiène sommaire, la contraception qui accélère le processus cancéreux. Un petit rappel anatomique, le col c'est un tronc conique dans le fond du vagin qu'on peut voir et qu'on peut toucher. Et en son centre, il y a le canal cervical. Bon, un petit dessin d'anatomie que je ne vais pas expliciter. Docteur, on me fait signe de parler plus fort. Un peu plus fort, voilà. Un peu plus fort. Alors, le premier moyen de prévention qui existe depuis des dizaines d'années maintenant, c'est le dépistage par frottis cervico-vaginal, qui doit être réalisé en dehors des règles, en dehors de saignements ou d'infections, à distance d'un toucher vaginal, et ça a permis de réduire de façon importante la mortalité par cancer du col. Alors, les recommandations de l'HAS, c'est tous les 3 ans, après 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle. Ça, c'est en fait une diapositive pour expliquer l'histoire naturelle de l'infection à HPV. En fait, à ce niveau-là, l'épithélium est normal. Là, il y a l'HPV qui commence à s'intégrer dans les cellules et à entraîner des déformations. C'est un peu le stade de l'infestation à HPV. Ensuite, ça prolifère de plus en plus sans dépasser la membrane basale. Donc on est toujours à un stade précancéreux ou stade de dysplasie. Là, c'est du bas grade, du grade intermédiaire, du haut grade. Là, on est dans l'in situ, qui est le stade 0 du cancer du col. L'évolution entre ces différents stades, en moyenne, se fait en 3-4 ans. Ce qui fait qu'entre une infestation naissante à HPV et un vrai cancer du col, on dit qu'il y a 10 à 15 ans d'évolution de la maladie. Et spontanément, la maladie peut régresser. Un CIN1 peut revenir à la norme dans 60% des cas, spontanément. C'est 40% dans les CIN2 et 20% dans les CIN3. Donc en fait, notre organisme, tout le temps, en permanence, lutte contre le cancer et le détruit quand il est à un stade pas trop avancé. Bon, ça, c'est un rappel des différentes anomalies cellulaires qu'on retrouve au niveau des frottis cervico-vaginaux. Bon, les plus importantes, en fait, là, dans ces cas-là, dans les ASCUS, ASCASH, AGC, il faut souvent compléter par
par des bilans complémentaires de type colposcopie, et on adaptera le traitement après. Et ce qui est à retenir, c'est les dysplasies légères, modérées et importantes du stade OMS. La deuxième prévention, c'est la vaccination. L'instauration de la vaccination, ça fait moins de 10 ans, hein. Ça fait combien de temps 2007, voilà, c'est dans ces dernières années. Et en fait, ça a le but de protéger, d'entraîner une immunité active contre l'agent HPV. Bon, en fait, il y en a deux, hein, mais le Gardasil qui est bivalent, je crois, le Gardasil. C'est le tétravalent. Le tétravalent, l'autre, c'est le Cervarix. Lui, il est bivalent. Et en fait, les deux couvrent 70% des HPV. Donc en fait, ça fait une couverture minimum qui est retenue pour l'intérêt de la vaccination. Pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'il traite 70% des maladies. Donc on est dans les clous pour cette vaccination. Et bien sûr, c'est recommandé chez les jeunes filles de 14 ans et en rattrapage dans la première année des rapports sexuels. Jusqu'à... Pardon ? Je vais en parler après. Oui, c'est une évolution. Mais c'est de cette année, ou de l'an dernier. Les dysplasies, le traitement, le but c'est d'enlever complètement la lésion. Donc il faut faire un bilan avant l'intervention. Et le but c'est aussi de conserver le maximum de colle. Donc c'est un traitement le plus conservateur possible. Parce qu'il faut préserver l'intégrité de la fonction cervicale, surtout chez les femmes jeunes. Donc il y a plusieurs méthodes. Alors les premières ne permettent pas d'études histologiques de ce qu'on enlève. Donc c'est la vaporisation laser, la cryothérapie. Et les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui permettent de savoir exactement à quel stade de la maladie on est, si on a bien enlevé tout ce qu'il fallait, c'est la conisation, qui est quand même le plus souvent réalisé. On peut, pour des toutes petites lésions, faire des mini-conisations. Et le stade, à force d'enlever du col après plusieurs conisations, parce qu'on peut être amené à réaliser plusieurs conisations, on peut aller jusqu'à la trachélectomie, qui est l'amputation du col total, ou même, quand l'âge avance, proposer une hystérectomie totale pour arrêter cette surveillance qui doit être poursuivie toute la vie, au moins jusqu'à 65 ans. Les conséquences des traitements des dysplasies, il y a des conséquences sur la fertilité qui sont mécaniques parce qu'il y a un taux non négligeable de sténose du col et l'abrasion ou le fait d'enlever une partie du col entraîne une modification de la sécrétion de la glaire vaginale, de la glaire cervicale. Et du coup, la glaire, elle aide les spermatozoïdes à remonter dans le canal. Donc s'il y en a moins ou si elle est modifiée, notamment au niveau du pH, il y a des problèmes sur la fertilité. Sur la grossesse, alors là, les études divergent beaucoup. Parce que certains cas, c'est 1 à 4% de surrisque d'accouchement prématuré ou de fausse couche tardive. D'autres cas, c'est plus de 30%. En fait, ça multiplie le risque de 2 à 4 fois par rapport à un col sain. Mais, et ça tout le monde le dit, ça ne nécessite pas de cerclage préventif systématique. Donc les femmes conisées vont avoir leurs enfants normalement, par contre les grossesses seront à surveillance accrue. Bon, quelques images des gestes réalisés. Donc là c'est une vaporisation. Et là c'est la pièce qu'on retrouve après conisation. Là c'est un type dense diathermique conique. Mais il y en a d'autres qui permettent vraiment d'enlever un cône qui justifie le nom de conisation. Voilà pour les dysplasies. On va maintenant passer au cancer du col.
Alors il y a plusieurs classifications. Il y a anatomopathologique et FIGO 2009. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un carcinome épidermoïde dans 80% des cas. Et pour la FIGO, c'est un stade d'évolution de la maladie. Donc comme on a dit tout à l'heure, l'in situ c'est stade 0. Stade 1, c'est une tumeur stade précoce. 2, 3, 4, stade avancé. Et en fait, c'est important de bien distinguer les deux choses, parce que pour le stade précoce, on va plutôt avoir une attitude chirurgicale. Et pour les stades avancés, on va plutôt proposer une radiochimiothérapie. Donc pas du tout les mêmes traitements. Bon là, des images pour montrer les atteintes au fur et à mesure de la maladie. Donc le stade 1, c'est vraiment limité au col. Le 1B2, on propose maintenant plutôt une radiochimio. Donc la chirurgie s'arrête là. Après, là ça déborde sur le vagin, c'est le 2. Là ça déborde un peu sur le paramètre. Là ça descend sur plus des 2/3 du vagin, sur le paramètre. Et puis là ça envahit tout le paramètre jusqu'à la paroi. Le stade 4, c'est les organes de voisinage. Donc là dans le cul-de-sac de Douglas, le rectum, la vessie. Tout ça, c'est dans un cadre de bonne pratique clinique. Donc il faut toujours discuter des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il faut toujours informer le médecin traitant, parce que c'est quand même lui qui va faire la déclaration toujours à 100% de la maladie, et il doit être bien au courant de tout. Il faut faire une prise en charge globale de la patiente, avec prise en charge de la douleur, des soins palliatifs, et tout ça dans le cadre d'un programme personnalisé de soins. Pour le cancer in situ, on est encore au stade comme les dysplasies en fait, donc on peut proposer un traitement local à type de cryothérapie, de conisation, et c'est très rarement l'hystérectomie. Pour le cancer du col précoce, le traitement de référence c'est la chirurgie. Alors c'est un terme savant, hein, c'est le Wertheim, et ça correspond à cette chirurgie qui consiste à enlever une portion du vagin. La colpo, c'est pas enlever le col, hein. Colpo c'est vagin. Hystérectomie élargie, ça veut dire qu'on enlève quelques centimètres de vagin, le col, l'utérus et les paramètres. Les paramètres, c'est comme un fantôme, c'est le tissu qui sont sous les bras et qui comporte les ganglions, les vaisseaux qui vont à l'utérus. Les annexes bilatérales et les curages pelviens, c'est-à-dire les ganglions qui vont aux jambes. Bien sûr, on associe souvent une curithérapie de clôture après cette chirurgie. Il y a des cas particuliers, notamment chez les femmes jeunes qui ne veulent pas se retrouver en ménopause. On peut, dans certains cas, proposer de ne pas enlever les annexes, ce qui n'est pas du tout recommandé, hein, parce qu'il y a un taux de métastase reconnu aux ovaires. C'est pour ça que l'annexectomie est toujours associée. Et il y a le cas de la trachéectomie chez la femme jeune, qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas encore réalisé son projet parental, qui a un désir de grossesse, et c'est seulement proposé pour des tumeurs localisées, donc le 1B1 de moins de 2 cm. Donc je ne reviens pas sur la classification, mais ça veut dire que c'est localisé au col. Il n'y a pas d'embole vasculaire. Et par contre, le problème, c'est que, enfin, ça permet des grossesses, hein, donc c'est plus un problème, mais il y a une nécessité absolue d'un cerclage, puisqu'il n'y a plus de col pour retenir le fœtus. Et surtout, c'est une nécessité d'accouchement par césarienne, puisque le col n'est plus là pour se dilater et permettre l'engagement et la descente dans le bassin. Mais ça permet à des femmes jeunes qui ont un cancer jeune de pouvoir avoir des enfants. Alors je crois que dans un papier récent, il y avait eu ils sont à 40 grossesses sur trachélectomie, au Canada notamment. Mais c'est une technique qui a été développée ici hein, par Monsieur Dargent, ou Kerleux, puis ça parle des gens. Pour ce qui est du col avancé, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un traitement chirurgical d'emblée, c'est une radiochimiothérapie concomitante. Bien sûr, la chirurgie curative n'est pas indiquée en première intention. L'irradiation est adaptée à l'imagerie, à la stérification lobo-aortique cellio-préthérapeutique. Ça veut dire que
il faut qu'on sache le statut ganglionnaire, c'est-à-dire l'atteinte des ganglions, savoir si la maladie, elle n'est pas juste localement évoluée, si elle n'est pas déjà en train de partir ailleurs. Et dans ce cas-là, on fait un TEP scanner, TEP TDM. La TEP TDM, elle laisse passer 30% de malades. Donc même si elle est positive, ça veut dire qu'il faudra irradier la barre lombo-aortique. Si elle est négative, ça veut dire qu'il faut faire un curage lombo-aortique préthérapeutique. Donc c'est la signification de la phrase adaptée à l'imagerie ou à la statification lombo-aortique. La chimiothérapie, c'est des cellules de platine, c'est ce que je disais, une fois par semaine. La curithérapie de clôture et éventuellement chirurgie de rattrapage. Bon, quelques images de chirurgie. En fait, c'est des images de curage lombo-aortique. Avec ici, là, c'est un curage iliaque externe. En cystoscopie, hein, bien sûr. Là, c'est un curage, ici c'est l'aorte en fait, la veine cave inférieure, les vaisseaux iliaques communs. Et là, c'est un curage lombo-aortique rétropéritonéal. Là, c'est l'aorte est soulevée et ici on voit les artères lombaires. Donc, et ça, ici, c'est la colonne vertébrale en fait, hein, et la veine cave qui est là. L'irradiation externe, bon, c'est en fait des rayons qui sont faits dans un accélérateur. C'est une dose par jour, 5 jours par semaine, pendant 6 semaines. On peut faire une surimpression sur le col en curie. Et il faut que les patients ne soient pas anémiques. Parce qu'on sait que l'anémie diminue l'effet des rayons. Bon, là, c'est un plan de traitement. En fait, les courbes, là, on veut 40 grès, 45 grès. 45 grès, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette courbe rouge. Et on voit qu'il y a des surdosages à l'intérieur. La courbe orange, c'est un surdosage. On voit que la peau devant, elle prend que 20 grès, donc elle ne prend pas une dose toxique. Les complications de l'irradiation externe, les précoces qui sont transitoires tout le temps, c'est des diarrhées, des nausées, des vomissements. Au niveau vaginal, c'est des réactions, c'est comme un coup de soleil en fait, hein. C'est des dermites, des mucites. Il peut y avoir une irritation urinaire et voilà, au niveau cutané, des érythèmes, des pertes de poils. Par contre, les tardives, elles sont séquelaires. Bon, elles se voient au niveau digestif, surtout par le grêle radique. Les anses intestinales sont sur le passage des rayons et prennent une dose qui peut entraîner des diarrhées un peu chroniques dues au grêle radique. Au niveau vaginal, en fait, il peut y avoir des brides, des synéchies, il peut y avoir des dyspareunies. Au niveau urinaire, des cystites. Bien sûr, il y a une ménopause induite. Et, ça c'est rarissime. C'est plutôt quand on associe la chirurgie à l'irradiation. Donc c'est dans le cas qui va suivre quand on fait une chirurgie de clôture. La chimiothérapie, il y a 2 protocoles reconnus aux États-Unis qui sont appliqués en France, qui sont le cisplatine ou le cisplatine 5FU. Selon le nombre de séances de rayons, on adapte le nombre de cures. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne perd pas les cheveux et c'est peu ou pas neutropéniant. Donc c'est quand même relativement bien toléré. C'est vraiment une chimiothérapie de renfort de la radiothérapie. Bien sûr, s'il y a une altération de l'état général, on fera la radiothérapie seule. Un autre traitement, c'est la curithérapie ou la radiothérapie interstitielle. Bon, c'est en complément de la radiochimio. Ça, c'est l'appareil qu'on met dans le vagin, donc ça fait un peu peur, hein. Ça se fait sous anesthésie générale au bloc opératoire. En fait, on met cette portion-là dans le vagin. Là, il y a un guide pour rentrer dans le col. Et en fait, toutes ces aiguilles-là rentrent dans le col et il y aura une petite pastille qui viendra quelques minutes par jour, plusieurs fois par jour, mettre des rayons au contact.
Donc c'est des rayons qui marchent sur 1 ou 2 cm seulement de profondeur. Hein. Donc il y a beaucoup moins d'effets généraux. Donc ça c'est un plan de traitement, hein, la curithérapie. Avec la vessie en avant, le rectum en arrière. Et ici c'est la zone à traiter. Là vous voyez, c'est les courbes de traitement. Donc il y a très peu qui vont sur le rectum ou sur la vessie. Les complications de la curithérapie, c'est l'accentuation des leucorrhées, reprise des métroragies, et tout ça, ça peut être prévenu par des soins locaux. La chirurgie qui est proposée quand il reste un résidu, pour les N+, les N- abortis, ça peut être d'une hystérectomie simple, qui est normalement très facilement réalisable, mais ça peut aller jusqu'à l'exentération pelvienne totale. Ça veut dire plus de vessie, plus de rectum, poche à pipi, à caca. Tout ça dans le but qu'il n'y ait plus de cancer. Donc, bien sûr, ça améliore la... On a 45% de survie à 2 ans, donc il faut bien réfléchir sur les indications de ce traitement de chirurgie de clôture. À savoir quand même que la radiochimiothérapie est un excellent traitement qui marche vraiment très très bien. C'est pas rare du tout qu'après la curithérapie, il y ait 0 résidu tumoral à l'imagerie de contrôle. Donc on a complètement éradiqué la maladie avec la radiochimiocurie. Les complications chirurgicales, il y a un très faible taux de complications graves. C'est des complications d'écurage avec les lymphocèles, les lymphœdèmes. Il y a la ménopause induite par la chirurgie ou les traitements médicaux. Et c'est souvent, les complications plus graves, mais rares, sont les fistules ou les sténoses quand on associe après radiothérapie ou radiochimio une chirurgie. On a quelques mesures de prévention du lymphœdème. C'est un peu les mêmes choses que dans le lymphœdème après curage axillaire des cancers du sein. Donc il y a des séances de kinésithérapie qui sont prescrites par le chirurgien. Il faut éviter les blessures, désinfecter le plus rapidement possible. Il faut demander au médecin pour le sport à pratiquer, éviter les bains chauds et éviter l'embonpoint qui favorise l'apparition du lymphœdème. Pour ce qui est de la surveillance des cancers, c'est une surveillance clinique. Examen, toucher vaginal, toucher pelvien, il faut faire un toucher rectal. C'est rapproché au début, pendant tous les 3-4 mois pendant 2 ans, puis 6 mois jusqu'à 5 ans, parce que la plupart des récidives sont dans les 2 premières années. Au niveau paraclinique, si le marqueur SCC était élevé avant la prise en charge et qu'il est normal à la fin, la réascension va nous donner une indication sur la récidive. On fait un scanner par an et peut-être que le TEP-TDM aura un intérêt quand la clinique et le SCC et le scanner sont positifs pour peut-être traiter de façon anticipée les récidives. Mais bon, c'est encore en cours d'étude. Merci de votre attention. Je voulais tout d'abord remercier Corinne Roustan et Elisabeth Toja qui ont créé en fait l'APAC, l'association psycho-oncologique pour les patients atteints de cancer, et qui, grâce quand même à leur dynamisme, leurs compétences, ont séduit la Ligue en fait. Et je remercie également de me donner l'occasion de vous parler de ce sujet qui a défoulé quand même les médias ces dernières années et qui, je pense, est très important. Alors, la prévention. Alors, tout d'abord, le cancer du col, c'est un cancer qui touche, comme vous l'avez dit. Alors, je vous demande de m'excuser un peu, il y aura sûrement des petites redites, dites différemment. Donc, il y a la version homme, version femme. Il y aura un peu des redites. Donc, c'est un cancer qui touche la femme jeune, à l'apogée quand même souvent de sa vie professionnelle, familiale et personnelle.
C'est un véritable fardeau mondial et un problème majeur de santé publique dans le monde. C'est il est en deuxième cause de décès par cancer chez la femme dans le monde. En France, il est au 11e rang des cancers féminins, 15e rang pour la mortalité par cancer féminin. En fait, il est au 4e rang des cancers de la femme jeune de moins de 40 ans. Et c'est le cancer, c'est la tumeur maligne en fait la plus fréquente pendant la grossesse. On le trouve dans 1 à 3% des cancers du col. La Haute Autorité de Santé Publique, d'ailleurs, a mis dans ses recommandations que les gynécologues pratiquent un frottis pour les femmes non suivies en début de grossesse. Ça fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé Publique. Comme vous l'a dit, en 20 ans, grâce effectivement à l'instauration de la cytologie, du dépistage par frottis, on a vu l'incidence baisser de 31% et la mortalité de 48%. Mais ça reste néanmoins un cancer préoccupant parce qu'il tue aujourd'hui en France 3 femmes par jour. Ça, c'est des statistiques donc, de l'Institut Gustave Roussy qui montrent quand même donc, le cancer du col, tant au niveau incidence que mortalité, se trouve donc en 4e position des cancers de la femme jeune, après le sein, la thyroïde et le mélanome. Ça, c'était une étude intéressante qui avait été faite en France par le Jean-Christophe Boulanger, qui avait un peu fait l'historique des patients donc, de 524 cancers du col, le suivi en fait de ces femmes, les antériorités de ces femmes. On voit que effectivement 23% de ces 524 cancers, c'était une absence de frottis. 45% quand même des femmes avaient eu un frottis dans les 3 ans. Et que 31% des femmes avaient eu quand même un frottis normal dans les 3 ans. Ensuite, bon, non suivi des frottis et cancer après traitement, les mauvais suivis en fait des dysplasies sévères, 3%. Mais ce qui est important à retenir, c'est que donc 31% dans cette statistique des cancers du col étaient chez des femmes qui avaient quand même un suivi. Donc la cytologie n'est pas optimale au niveau du dépistage du cancer. Alors le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer viro-induit et l'agent étiologique est le papillomavirus humain. Sans papillomavirus, il n'y a pas de cancer du col. C'est pas l'unique. On peut avoir un papillomavirus sans cancer du col, et heureusement. Par contre, pas de cancer du col s'il n'y a pas d'infection à papillomavirus. C'est un virus qui est extrêmement répandu dans la race humaine et qui va coloniser les muqueuses et la peau et les muqueuses. Actuellement, c'est la plus fréquente des infections sexuellement transmissibles, puisque 60% des jeunes filles, dans les 5 ans de vie de leur début d'activité sexuelle, vont rencontrer un jour un papillomavirus. Et que 80% des femmes sexuellement actives, dans leur vie de femme, vont rencontrer un papillomavirus, et 40% d'entre elles, un papillomavirus qui est responsable du cancer du col. C'est en gros presque un marqueur d'activité sexuelle, tellement il est fréquent. Alors, c'est un Autrichien, je crois, Harald Sörhausen, qui a eu le prix Nobel de médecine en 2008, alors que la famille des papillomavirus, on l'avait découvert, je crois, en 1976. Donc, il y a eu toutes ces années pour trouver en fait un lien de causalité entre ce virus et le cancer du col. Alors, ces papillomavirus, c'est une grande famille, parce qu'on en compte à peu près 120 ou 150. Qu'on classe, alors on les nomme par des numéros en fait. Et c'est pour ça que c'est important que vous ayez quand même quelques notions, parce que quand vous recevez en tant que gynécologue médical, quand on envoie des résultats aux patients, quand on va demander la recherche virale et tout, les gens sont un peu perdus avec tous ces numéros et ne savent pas trop. Alors, dans cette classe, il y a des virus qui sont dits, donc des papillomavirus humains, mais qui sont dits à bas risque. Ceux-là ne donneront jamais de cancérisation. Entre autres, c'est le 16, le 6 et le 11 qu'on va retrouver dans le vaccin quadrivalent et qui donne ce qu'on appelle vulgairement les crêtes de coq, les verrues en fait, c'est les virus des verrues. Et ensuite, il y a toute la panoplie, mais il y en a une quinzaine, des virus à haut risque, c'est-à-dire, avec certaines conditions, on verra tout à l'heure, peuvent entraîner une dégénérescence des cellules cervicales, des cellules du col, et ça va donner donc toutes les lésions précancéreuses
et les cancers du col. C'est le 16 et le 18 qui sont quand même responsables de 76% des cancers du col, et surtout le 16 qui est quand même le plus virulent au jour d'aujourd'hui en Europe, parce qu'il faut savoir que cette famille des papillomavirus, les virologues qui étudient tous ces papillomavirus dans les différents continents, par exemple en Afrique, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un autre qui va être le plus virulent. Donc c'est une classe extrêmement difficile pour les virologues à étudier, et très complexe en fait. Voilà, et donc bien sûr que le 16 et le 18, les vaccins sont contre le 16 et le 18, et également donc le vaccin bivalent qui va agir également sur d'autres virus oncogènes, le 31, le 33. Alors, le cancer du col, bien sûr, il faut l'infection à papillomavirus. En fait, on pourrait dire que le cancer du col est une maladie d'origine infectieuse d'évolution lente, et comme l'a dit Yves, entre l'infection par le papillomavirus et la cancérisation, c'est un minimum de 10 ans. Donc c'est important, on a quand même le temps de le dépister. Alors il y a l'infection virale, mais ce qui est important quand même, parce qu'on a vu que cette infection elle était hyper fréquente, donc si 80% des femmes dans leur vie de femme vont en voir un jour passer dans leur vie un papillomavirus, il n'y a quand même pas autant de cancer du col, heureusement. Ce qui est important, c'est l'hôte dans lequel va arriver ce cancer. Et là, on ne connaît pas tout. Il y a une susceptibilité génétique, mais qu'on n'arrive pas du tout à percevoir. Et les études actuellement, aussi bien en virologie qu'en biologie moléculaire, on essaie de trouver des petits marqueurs qui nous font dire pourquoi telle patiente va développer un cancer et pourquoi l'autre avec le même HPV-16 ne va pas développer de cancer. Le terrain, c'est donc l'immunité du sujet, et ça c'est fondamental. Et il y a d'autres... c'est pas du tout... Il y a d'autres également facteurs de risque qui sont bien sûr le tabagisme, dont le professeur Chauvin a parlé. C'est vrai que les dysplasies, même légères, vont plus se développer chez la fumeuse, et il y a plus de cancer du col et féminin chez la fumeuse. Il y a aussi toute la concomitance d'autres infections sexuellement transmissibles, les chlamydiés, bien sûr le sida qui entraîne une immunodéficience, tout le monde connaît. Il y a aussi les gens qui sont greffés et qui ont des immunosuppresseurs, qui sont plus à même, bien sûr, de contracter ce virus, et que ce virus entraîne une dégénérescence des cellules cancéreuses. Donc ça, c'est le pic d'incidence de l'infection et le cancer. Donc on voit que l'incidence de l'infection à papillomavirus, c'est entre 15 et 25 ans. C'est là où probablement on va contacter l'infection virale, et ce virus, on va voir tout à l'heure, va pouvoir rester quiescent pendant de nombreuses années. Ensuite, dans la tranche des 25-35 ans, on va trouver toutes les dysplasies, les lésions précancéreuses. C'est un petit peu le pain quotidien maintenant du gynécologue, parce qu'on reçoit énormément de frottis, ascus, dysplasies légères. Et il y a un impact psychologique, émotionnel très important qui est un petit peu difficile au jour d'aujourd'hui, avec quand même la médiatisation qui va dans le mauvais sens, de tranquilliser les patients, c'est très compliqué. Et ensuite, donc, la cancérisation autour de 45 ans. Alors, en Europe, c'est pas aux États-Unis, c'est exactement la même chose. L'infection à papillomavirus, c'est quand même l'infection la plus fréquente. L'infection, il y a 20 millions d'Américains actuellement infectés par l'HPV, et il y en a 6 millions de plus par an. Et donc au moins 50%, c'est ce que j'ai dit, d'hommes et de femmes, dans leur vie de femmes, vont au moins une fois dans leur vie rencontrer le papillomavirus. C'est ce qu'on vient de dire avec des statistiques américaines. Ce virus est responsable bien sûr on peut dire 100% des cancers du col, mais il est responsable également d'autres cancers, du vagin bien sûr, et responsable du cancer du canal anal, qui au jour d'aujourd'hui c'est un cancer dont l'incidence augmente, puisqu'en 2000 on avait 2,7 pour 1000, actuellement en 2013, donc en 3 ans, c'est un cancer qui a doublé. Alors moi honnêtement c'est un cancer, en travaillant une journée par semaine au centre Antoine Lagazanne, c'est un cancer qui m'angoisse assez, parce que c'est un cancer sournois, il y a beaucoup de retard de diagnostic, et
c'est très très... Beaucoup de médecins ne sont pas alertés. Il y a des patients, enfin moi j'ai des patientes qui ont saigné pendant 1 an, qui ont vu 50 médecins. Il y en a même qui ont eu des coloscopies et on a fait le diagnostic de grandes tumeurs de 4-5 cm 1 an et demi après. Donc ça c'est... Et l'agent responsable, c'est en général l'HPV-16 dans 70% des cas. Cancer de la vulve aussi, à moins de degrés. Du pénis, ça existe, pas tellement dans nos pays. Je pense que c'est une question un petit peu de... Enfin oui, d'hygiène surtout, mais en Inde, par exemple, je crois qu'en Afrique, le cancer du pénis existe. Mais il existe des dysplasies sévères du pénis. Et le deuxième aussi cancer qui alerte beaucoup, c'est de l'oropharynx, donc le cancer de la gorge du sujet jeune non-fumeur. Il est dû également, dans 90% des cas, on retrouve l'HPV-16. Et lui aussi, il est en augmentation aux États-Unis entre 1998 et 2004. On a une augmentation de 22,5%. Et les ORL, c'est le souci actuellement des ORL. Bon, là, c'est exactement la même statistique, ce que je viens de vous dire, mais avec des statistiques américaines. Un cancer un petit peu plus, qui est un cancer du col également, mais qui est un cancer de l'endocole en fait. Et là aussi, il y a beaucoup de retard de diagnostic. Ça représente quand même 10 à 15% des cancers invasifs du col. Aïe aïe. On va s'arrêter. Ben là, c'est surtout aussi, bon, l'âge moyen quand même, vous voyez, c'est 37 ans, et ça, c'est des statistiques de l'Institut national de veille sanitaire de 2008, donc c'est récent. Des difficultés diagnostiques, parce que c'est quand même à l'intérieur du col. Quand la femme a un petit col sténosé, ou même ça peut passer quand même, le frottis peut très bien être normal, et on peut passer à côté assez facilement. Bon, il s'associe heureusement souvent à des lésions de l'exocole, donc l'exocole c'est ce qu'on voit dans le vagin quand on met un spéculum, et que là aussi l'HPV responsable c'est l'HPV 18. Alors ça, je ne vais pas m'attarder parce que c'est très très compliqué, mais c'est juste pour vous expliquer après comment sont arrivés les vaccins. Alors les papillomavirus, donc il est formé de brins d'ADN. L'ADN, c'est ce qui va transporter le patrimoine génétique de l'individu et des virus. Et c'est entouré, donc cet ADN, ce patrimoine génétique est entouré d'une enveloppe à base de protéines. Et dans le génome en fait, du papillomavirus, il y a des gènes qui vont coder cette protéine. Et en fait, c'est l'originalité des vaccins, c'est que ça a été fait à partir donc, de cette protéine. Ce sont les vaccins vont aller, il y a des anticorps qui vont aller contre cette protéine de l'enveloppe virale. Une petite chose aussi quand même importante à dire, dans la carcinogénèse, parce que c'est un phénomène assez complexe et actuellement il y a beaucoup d'études et on essaie de trouver des petits marqueurs qui nous font dire, comme je disais, pourquoi cette patiente va développer, pourquoi le virus va se développer chez cette patiente. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans les lésions, ce qu'on appelle nous de bas grade, c'est les dysplasies légères, tout ça, le génome viral, il est libre dans la cellule, il n'est pas intégré au génome de la cellule. Et qu'à partir du moment où le génome viral, l'ADN viral, va coloniser l'ADN de la cellule, là on va avoir des lésions de haut grade et on a des difficultés à lutter contre l'évolution après vers la cancérisation parce que ça touche le cycle cellulaire par des phénomènes complexes qu'on commence à connaître et peut-être qu'il y aura justement des thérapeutiques innovantes à ce niveau-là quand on aura compris les mécanismes en fait de la rupture de ce cycle cellulaire qui rend en fait immortelle la cellule au lieu d'avoir l'apoptose des cellules programmées. Alors, les vaccins, donc aussi bien le Gardasil que le Cervarix, qui ont été commercialisés en 2007, c'est quand même une technologie novatrice, puisqu'on s'est servi justement des protéines de la capsule virale pour faire que l'organisme fasse des anticorps contre cette protéine qui va mimer en fait le virus. Donc ce qui est important pour les mamans aussi à connaître, les parents, c'est qu'il n'y a pas du tout d'ADN viral dans le vaccin, c'est pas un vaccin atténué, et donc il est absolument dénué de tout pouvoir infectieux et oncogène, et que la vaccination, elle est préventive et non curative, et donc elle est contre l'HPV, va induire la production d'anticorps par l'organisme. Mais l'anticorps contre ces protéines, qui miment en fait les mêmes protéines que celles de l'enveloppe virale. Dans 90% des cas,
il n'y a pas d'anomalie, donc même si on faisait un frottis, actuellement on ne doit pas faire ce frottis avant l'âge de 21 ans, même 23 ans en France, mais même si on faisait des frottis, on n'aurait aucune anomalie, c'est-à-dire la jeune patiente, elle va, comme on guérit d'une grippe, elle va clairer son infection virale et personne ne saura qu'elle a fait un papillomavirus. C'est pour ça que dans les nouvelles recommandations, normalement, on ne doit pas faire ce frottis avant 21-23 ans, parce que de toute façon, si on retrouve un papillomavirus, pour la petite patiente qui a commencé ses rapports à 16 ans, on ne va rien faire. Donc c'est très anxiogène et il ne faut rien faire. Parce qu'il faut laisser, d'ailleurs il n'y a pas de lésion grave à cet âge-là, c'est juste une infection comme on va avoir un herpès ou une infection à chlamydier, et il faut laisser le temps à la jeune fille de clairer son infection. Dans 20% des cas, le virus va rester, donc c'est l'infection persistante. Et c'est là où interviennent des facteurs de Lott. Donc on ne sait pas du tout, alors bien sûr le tabagisme oui, mais il y a une altération de la réponse immunitaire de l'individu. Et donc ce papillomavirus, il va commencer à faire des petites lésions de bas grade, commencer donc à abîmer un petit peu le col, c'est ce qu'on retrouve fréquemment dans tous les frottis qui reviennent à Ascus, CIN1, tout ça, on est là-dedans. On est complètement dans du bénin, mais on est très loin de la cancérisation. Et en fait, là encore, comme l'a dit Yves, la réponse immunitaire du sujet peut intervenir, et là aussi, ça peut guérir. Dans 20% des cas, le virus persiste, et la dysplasie s'aggrave vers des lésions plus importantes, qu'on appelle les lésions de haut grade. C'est des dysplasies modérées à sévères, que là, on peut quand même, en général, on les prend en charge. Certains patrons nous disent qu'on peut surveiller des CIN3, mais bon, je crois qu'il n'y a aucun gynécologue actuellement en ville qui se permet de surveiller ça, parce qu'on ne sait pas si la patiente va revenir, si elle ne va pas revenir au bout de 3 ans faire son frottis de surveillance, et là, on peut avoir un authentique cancer. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, avec des facteurs favorisants liés à l'hôte, au mode de vie, mais aussi quand même à l'HPV, parce que par exemple, l'HPV 16, c'est quand même le plus virulent. Et c'est celui qui va donner, j'ai encore discuté il n'y a pas longtemps à propos d'une patiente avec la virologue de l'Archer, sur une petite patiente assez jeune qui avait quand même fait une dysplasie sévère du col, et elle me dit, ne cherche pas, c'est certainement un HPV 16 qu'elle avait. L'HPV 16, il peut assez vite déraper vers un CIN3, même à 24-25 ans. Donc c'est un peu une nouvelle... Voilà, donc en gros, tous ces vaccins tous ces virus qui sont contenus en fait dans les vaccins sur lesquels les vaccins agissent sont le 16, le 18, le 33, le 45 et le 31. Ce qu'il faut expliquer peut-être, c'est que quand votre gynécologue va vous dire bon, on reçoit un frottis Ascus, on va demander la recherche virale. On demande surtout, on veut savoir si ces petites anomalies sur la cytologie sont dues à un virus oncogène. En fait, c'est tout ça. Après que ça soit un virus de bas grade, on s'en fiche complètement. Et quand on a typage positif, recherche virale positif, c'est qu'on est dans ces virus-là. Donc, il y a peut-être un potentiel de dégénérescence. Donc, la femme doit être... Il n'y a aucun danger à ce stade-là, même en CIN2. Il faut simplement dire à la patiente qu'il ne faut pas qu'elle lâche son suivi, il faut qu'elle soit suivie. Et c'est vraiment la persistance de cette infection virale avec d'autres facteurs qui font qu'un jour, à 40 ans, on va avoir une lésion cancéreuse. Mais entre l'âge de 25 ans et 40 ans, on a quand même le temps d'agir. Donc en fait, la dangerosité pour moi de ce virus, c'est la non-surveillance des femmes. Énorme. Alors, cette infection à HPV, simplement pour vous montrer que ça génère un climat extrêmement anxiogène, parce qu'il y a des suivis. Alors, sur 6 millions de frottis, il y a 4% de pathologiques et 1% de lésions précancéreuses qu'on va retrouver, ça c'est des statistiques en France. Mais surtout, ça génère énormément de consultations, énormément de surveillance, énormément de nomadisme médical, parce que les patients vont sur Internet, et souvent les médecins ne prennent peut-être pas assez le temps d'expliquer, parce que pour rassurer quelqu'un, en fait, il faut expliquer toute l'histoire naturelle du papillomavirus. Et là, voilà, ça génère beaucoup de consultations, beaucoup de colposcopies, ça génère des conisations, et et surtout un impact anxiogène et psychologique très important. On a du mal à... Bon, comme vous l'a dit Yves, une femme conisée sur 4 est en âge de procréer, et qu'il y a quand même un doublement des accouchements prématurés chez une femme conisée. Là aussi, c'est des statistiques qui sont récentes de 2009.
Alors, on va revenir un peu sur le standard de prévention du cancer du col. Alors, en avril 2012, le Haut Conseil de santé publique parlait de prévention primaire, c'était donc la vaccination, dont les vaccins ont été commercialisés en 2007, Gardasil et Cervarix, dont toutes les études ont montré leur efficacité, on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure. Ils préconisaient la vaccination à 14 ans avec un rattrapage entre 15 et 23 ans chez les jeunes filles naïves, c'est-à-dire n'ayant pas encore commencé leur activité sexuelle. Et donc il y avait une protection sur les lésions de haut grade induites par le 16 et le 18, également sur les tumeurs de la marge anale, de la vulve et du vagin. Il n'y avait pas de lieu de recommander de façon préférentielle l'un des deux vaccins, que l'immunité était élevée, c'est-à-dire que l'immunité des vaccins est 10 fois plus importante que l'immunité naturelle. Par contre, un taux minimum d'anticorps protecteurs, on ne sait pas exactement encore la durée de la protection, mais probablement que des modèles mathématiques parlent un peu pratiquement de toute la vie de la femme, en tout cas là où elle serait le plus à même de contacter l'infection au papillomavirus. Et la prévention secondaire, c'était bien sûr le dépistage par la cytologie, puisque la vaccination ne va absolument pas dispenser de la pratique du frottis. Chez les 25-65 ans en France, 2 frottis à 1 an d'intervalle, s'ils sont normaux, un frottis à 3 ans. Et préconise également chez la femme enceinte non suivie, enfin qui n'a pas de suivi gynécologique au premier trimestre. L'état des lieux au jour d'aujourd'hui, alors les objectifs du plan cancer 2009-2013 qui a été reconduit par le président Hollande en février 2014, donc c'est le plan cancer 2014-2018, qui préconisait la prévention primaire, c'est-à-dire il fallait au moins 70% de couverture vaccinale pour qu'on puisse avoir un impact, prévention secondaire, 80% de couverture par frottis. La situation actuelle, c'est celle-là, c'est en fait un véritable échec. Je crois qu'actuellement, parce qu'il y a eu la dernière polémique de 2013, donc je crois que cette vaccination elle est tombée à 17%. Alors les causes, on a incriminé effectivement l'âge où on l'a mis, parce qu'on parlait à des parents de maladies sexuellement transmissibles à leur gamine de 14 ans, ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'aborder la sexualité avec leur gamine. Je pense que ça a été un échec. On a beaucoup parlé d'infections sexuellement transmissibles, donc il fallait peut-être parler, comme en Italie et dans d'autres pays européens, de parler de prévention d'un cancer. Parce que prévention d'une maladie sexuellement transmissible, bon, à la limite, c'est secondaire. Et il y a eu les grosses polémiques sur la tolérance, dont on reviendra tout à l'heure. Et en gros, les femmes, il y a 50% de femmes en France qui ne sont pas dépistées. Oh, ça non, j'ai pas fini là. Alors, le dépistage en France, il n'est pas organisé. C'est le plus important, je veux dire. En fait. Il est dépistage spontané, il est individuel, il n'est pas organisé. Alors, comment mieux faire ? Le plan cancer 2014-2018 donnait la priorité au dépistage organisé. Et là, il y a 9 maintenant régions de France, dont le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Martinique, la Réunion, l'Allier, enfin j'ai oublié les autres, qui ont un programme de dépistage pilote organisé. Mais ce n'est pas encore mis en place partout. Et peut-être l'amélioration du dépistage justement pour screener les patientes avec le typage viral et justement trier un peu les patientes qui sont porteuses de l'HPV 16 et 18 et des autres. Le Haut Comité de santé publique a donné les nouvelles recommandations en avril 2013 et en 2014. Donc, il inclut donc la vaccination anti-papillomavirus chez les jeunes filles de 11 à 14 ans. Donc maintenant, c'est les pédiatres et les généralistes, j'espère, qui vont s'y mettre. Avec un rattrapage entre 15 et 19 ans. Plus efficace si le sujet, bien sûr, n'est pas exposé, mais on a enlevé un petit peu vraiment jeune fille naïve, bien que c'est quand même important. Et avec l'un ou l'autre des vaccins, par contre, c'est pas interchangeable. Quand on commence avec le Cervarix, on reste avec le Cervarix. Quand on commence avec le Gardasil, on reste avec le Gardasil. Et la vaccination est quand même préconisée chez les petites jeunes filles qui ont eu des greffes et qui sont bien sûr sous immunosuppresseurs. Et en avril 2014, on a pu introduire pour la tranche des 11-14 ans le schéma seulement à 2 doses, entre 0 et 6 mois. Voilà. Donc si l'intervalle est inférieur à 6 mois, il ne faut pas le faire à 2 mois par exemple d'intervalle, il faut revenir au schéma à 3 doses. Et donc toujours le schéma à 3 doses dans la population des 15-19 ans. Alors, j'en ai pas pour très longtemps. Alors, il y a 2 sujets qui ont quand même, qui font partie des questions que se posent les parents, c'est l'efficacité de la vaccination, et bien sûr la tolérance et l'innocuité. Alors en gros, ces vaccins,
Ils sont efficaces dans les conditions optimales d'utilisation. La plupart du temps, il faut la faire chez des jeunes filles qui n'ont pas encore commencé leur activité sexuelle. C'est des vaccins qui sont préventifs mais pas curatifs, et on peut espérer une immunité de groupe. Alors il y a 2 grandes études de prospective épidémiologique qui sont sorties, les résultats ont été en 2012 et 2013. C'est l'étude au Danemark. Donc quand la vaccination est sortie, donc ils ont commencé leur programme de vaccination en 2006. Ils ont ciblé la population des 12 ans, et en 2008 la population de rattrapage de 13-15 ans. Ils se sont basés sur les registres nationaux de vaccination, et également les cabinets d'anatomopathologistes qui faisaient les frottis. En gros, ils ont eu 400 000 filles, pas forcément vaccinées. Ils ont pris le tout venant entre 2006 et 2012, entre 12 et 15 ans. Et ils ont obtenu, donc, ils ont comparé les jeunes filles vaccinées et les femmes non vaccinées. Et il y a eu entre 44 et 73% de baisse de lésions précancéreuses. Donc là, c'est quand même des études de la vie réelle. Hein, c'est les jeunes femmes qui allaient faire, ils ont pris vraiment dans la population générale, celles qui s'étaient fait vacciner, celles qui s'étaient pas fait vacciner. Une autre étude, c'est une étude australienne. Là aussi, ils ont vacciné, ils ont pris aussi les registres nationaux de vaccination et les statistiques des cabinets d'anatomopathologie. Ils ont pris 100 000 femmes, ils ont commencé le programme de vaccination en 2007. Là-dedans, il y a des femmes qui n'ont certainement pas voulu se faire vacciner, enfin, il y a de tout. Et dans ce packaging, donc, de 100 000 femmes de 12 à 26 ans qui avaient reçu 3 doses, là, c'était avec le Gardasil, puisqu'il est sorti avant le Cervarix. Les données... on a eu les données de cette étude en 2011. On a une baisse de 46% de risque de lésions de haut grade. Là aussi, c'est dans la vraie vie. Cervarix a montré dans l'étude Patricia, donc avant la commercialisation, il a mis un petit peu plus de temps parce qu'il a continué ses études cliniques en fait. Le laboratoire a continué les études cliniques. Ils ont montré qu'on arrivait quand même à 68% de baisse, de réduction des conisations, ce qui est quand même important. Tolérance et innocuité. Alors ça, c'est un sujet qui a quand même, qui attire toute l'attention des parents, des professionnels de santé également, d'autant qu'il y a eu donc les différentes médiatisations, soit d'effets indésirables graves, et voire de décès, de sclérose en plaques, et ça a déchaîné un petit peu les médias encore fin 2013. Alors, ce qu'il faut peut-être savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études, on va passer à la dépôt suivante parce que ça rassure quand même. Au niveau des données de tolérance et d'innocuité, il y a quand même beaucoup de garde-fous et de sécurité. C'est-à-dire il y a eu les essais cliniques, maintenant on a quand même un recul de 10 ans sur ces essais cliniques, parce que les vaccins ont été commercialisés en 2007-2008, mais les patients qui avaient été dans les groupes d'essais cliniques, on continue à les surveiller évidemment. Et il y a les données post-commercialisation. Alors, c'est la surveillance active. C'est des études qui sont menées en coordination avec les autorités de santé. C'est en gros les 2 études que je vous ai montrées sur l'efficacité. Donc, il y a énormément de patientes. Et ça, c'est dans la vie réelle. C'est des femmes comme vous et moi qui vont chez leur gynécologue faire leur frottis. Et la surveillance passive, ça, c'est la pharmacovigilance. Et elle est coordonnée en France par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et il y a eu un plan de gestion des risques européens et également un plan de gestion des risques national. Alors, ces plans de gestion des risques, ce n'est pas parce que le médicament est dangereux, c'est tous les médicaments qui sont sortis avec une AMM à partir de 2005 qui sont surveillés en fait pour voir les effets indésirables éventuellement, que ça va de la petite rougeur au point d'injection à la syncope de la jeune fille qui n'a rien à voir avec le vaccin mais parce qu'elle a la trouille des pilules, tout ça c'est colligé. La tolérance, donc, il y a eu Cervarix et Gardasil. Bon, ça, je vous ai juste mis, ça fait partie des études cliniques quand même, où il y a eu donc les événements indésirables graves, les maladies surtout auto-immunes qui préoccupent quand même l'opinion publique et les mamans. Et on voit que dans les groupes des jeunes filles vaccinées ou le groupe contrôle, on retrouve exactement à peu près le même pourcentage de maladies, d'événements indésirables graves. Gardasil, c'est un peu dans les études cliniques aussi, donc ça c'est les études cliniques, c'est avant la commercialisation et donc le suivi de ces patientes.
Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés, ça a été quand même l'érythème, la douleur, l'œdème, les céphalées, les syncopes, mais pas de sclérose en plaques. Alors, surveillance des vaccins après commercial, c'est la mise en place du plan de gestion des risques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis 2005, tout nouveau médicament enregistré en Europe est assorti d'un plan de gestion des risques. Plan de gestion des risques européen, c'est l'ensemble d'activités de pharmacovigilance prévues dans le dossier d'AMM européen. Et donc, c'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, depuis avril 2014, donc ça c'est suite à la dernière polémique, qui a fait une surveillance nationale renforcée. Ça, c'est une étude qui a été faite en France et qui est intéressante. Alors, ça a pris, c'est le système national d'information interrégime d'assurance maladie, qui a, quand il y a eu la commercialisation, donc en 2007, a évalué le risque éventuel uniquement par rapport aux maladies auto-immunes. Donc, il y a eu 1 774 000 jeunes filles âgées de 11 à 14 ans qui sont entrées dans cette cohorte de surveillance. 33% de ces jeunes filles ont reçu au moins une dose de vaccin. Et après 3 ans de suivi, il n'y avait aucune différence significative entre le groupe des vaccinés et des non-vaccinés. Et c'est une étude qui continue, bien sûr, une cohorte. Alors, en gros, dans ce profil de tolérance, il y a eu énormément d'études épidémiologiques, d'études de pharmacovigilance dans tous les pays. C'est vraiment international. Il faut savoir qu'il y a quand même eu 170 millions de doses délivrées du vaccin dans le monde, entre le Gardasil et le Cervarix. Donc ça peut engendrer, si vraiment il y avait un lien de causalité entre la vaccination et les maladies auto-immunes, il y en aurait eu beaucoup plus que ce qu'il y a eu comme incident. Donc, toutes ces études et l'Agence nationale de sécurité du médicament trouvent un profil de tolérance et de sécurité favorable au vaccin au jour d'aujourd'hui. Voilà, merci.